la première question qu'on s'est posée, c'est de se dire, est-ce qu'on fait un colloque sur une journée, 2 jours, etc. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, parce qu'on s'aperçoit que c'est souvent très difficile pour les uns et les autres de dégager 2 jours, n'en parlons pas, mais parfois même une journée pour un colloque. Alors que quand même, la science et le partage de ce que l'on peut trouver, ou au moins analyser, c'est au cœur de notre métier. Et voilà, c'est comme ça que l'idée du colloque est venue. Et comme on avait un peu tous une expérience de notre rapport au temps dans le travail, on s'est dit, mais ça pourrait être intéressant d'approfondir cela et de se dire, est-ce que, au-delà des personnes qui sont autour de la table, d'autres, et notamment nos collègues, ont la même expérience, d'où effectivement une petite enquête qui a été envoyée aux uns et aux autres, dont Hélène va nous parler. Alors, les réponses ont été très riches. Ça va être difficile d'en parler dans un temps bref, mais je sais que tu vas le faire. Et puis, évidemment, au-delà de ces retours d'expérience, on a aussi essayé de chercher des analyses, des articles, des travaux scientifiques sur cette question. Et alors, je ne sais pas, Gérald Gaglio n'est pas... Ah, vous voulez... Non, vous voulez venir plus tard ou... D'accord, très bien. On est tombé sur un dossier en cherchant qui s'appelait « À la recherche du métronome invisible au travail ». Et voilà, qui a été... c'est un dossier qui a été fait notamment sous votre direction. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant parce qu'on était ici en plein dans le sujet. Mais bon, voilà, vous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Je te laisse la parole, Hélène. Merci. Donc, une des caractéristiques du Centre d'Alembert et de ses colloques est de croiser sur un thème, donc cette fois-ci le temps, des discours de spécialistes et des discours d'acteurs du terrain. Le choix que nous avons fait cette année, compte tenu entre autres du format du colloque qui est juste une journée, a été de construire dès en amont du colloque la contribution des acteurs du terrain et de vous la présenter en toute première séance. Donc, comme Hélène l'a dit, nous avons établi un questionnaire que vous avez dans vos dossiers. Ça peut être important parce que vous allez avoir toutes les questions là, auxquelles nous nous référons. Et dans un préambule au questionnaire, nous expliquions notre intention, c'est-à-dire que le questionnaire cherchait à explorer le rapport concret, mais aussi le ressenti des collègues quant au temps dans leur travail et dans leur vie hors travail. Il n'avait absolument pas pour ambition, et c'était dès le départ évident pour nous, d'être représentatif de la population des scientifiques, mais de porter des paroles d'acteurs. Et ça aussi, c'était une chose à laquelle nous tenions, par-delà la diversité des métiers et des emplois dans la science. 3 parties dans le questionnaire. Qui êtes-vous ? La question du rapport concret au temps de travail et puis la question du ressenti sur le temps de travail. Nous avons choisi de le diffuser non pas en le balançant en publipostage sur nos établissements, mais de le donner de la main à la main ou du mail au mail, en demandant aux collègues du conseil des programmes du centre de choisir 2, 3, 4 collègues et de discuter avec les collègues qui remplissaient. La fonction dans le colloque de l'exposé que nous faisons, c'est d'introduire brièvement la thématique du colloque, donc par des paroles du terrain, qui vont nourrir, je pense, l'ensemble de la journée, sans discussion spécifique après mon exposé. J'ai que 25 minutes, j'en prends au moins 21, 22. Ce qui va probablement apporter des frustrations, tant mieux, c'est que ce sera intéressant, et nous nous en excusons d'avance. Donc, quels sont les acteurs qui ont répondu à notre questionnaire ? Ce sont 55 collègues, une très grande part d'enseignants-chercheurs, 55 collègues, une très grande part d'enseignants-chercheurs, ce qui n'est pas le pourcentage représentatif dans le domaine des métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons 10% de personnel support de la recherche. Le ratio femmes-hommes a été 2/3 de femmes, 1/3 d'hommes, ce qui là non plus n'est pas représentatif du paysage de nos métiers.
Et quant au grand champ disciplinaire, nous avons aussi donc une spécificité parce qu'on a moitié sciences dures avec tous les guillemets que Stéphano a mis, mais ça permet d'aller vite. Moitié sciences dures, moitié SHS, alors qu'au niveau national, hors médecine, là non plus, ce ne sont pas les poids des champs disciplinaires. Ceci dit, nous tenons non pas à la représentativité, mais à la significativité de notre ensemble de 55 collègues à cause de sa diversité constitutive, quant à l'ancienneté, quant au métier et quant aux institutions. Les collègues du centre ayant proposé le questionnaire à des collègues d'institutions bien au-delà de Paris-Saclay et même de la région parisienne. Notre ambition dans le questionnaire, c'était d'aller au-delà du « j'ai pas le temps » et d'essayer de ne pas enfoncer des portes ouvertes ou des doléances, mais d'avoir plusieurs temps dans les questions que nous avons posées, donc dans les réponses et les paroles que nous avons recueillies. Le temps du constat, le temps de l'explicitation, le temps de la recherche des causes et le temps de la recherche des solutions. Les paroles ont été très riches, vous le verrez parfois très sévères sur les constats, très lucides et sévères sur les causes, et réfléchis sur les solutions éventuelles qui pourraient être proposées, avec une chose qui nous a marqué, l'ampleur du collectif dans les solutions possibles. Pas au niveau de l'individuel d'abord, mais au niveau du collectif d'abord. Nos collègues ont parfois interrogé nos questions, entre autres 13 enseignants-chercheurs ou chercheurs, alors que notre ambition était d'être large par rapport à la représentativité des métiers. Nous allons en plus ne vous présenter qu'une exploitation très partielle de cette diversité. On n'a pas regardé les impacts femmes-hommes, enfin on les a un peu, mais je ne vous les présenterai pas. Et puis ça a été pour nous quatre un travail de dépouillement et d'analyse collectif long, mais passionnant, et en clin d'œil, mais pas seulement en clin d'œil. Ce temps, est-ce que c'est un temps que nous avons pris sur notre travail ou est-ce que c'était un temps hors travail, comme d'ailleurs notre investissement dans le centre d'Alembert? La première question, donc, sur le rapport concret à notre temps de travail. Est-ce que les collègues mesurent leur temps de travail? Il apparaît que ce n'est pas vraiment un souci. Ça s'est mesuré à la louche, parfois. Et quand on demande aux collègues combien de temps ils travaillent, les temps qui sont donnés sont très souvent, très largement au-dessus de la norme légale et plusieurs collègues donnent 60 heures, 70 heures de travail par semaine. On n'est pas dans ce que dit la caricature que dénonçait Christine, et donc de façon importante. Connaissez-vous la durée légale du travail? Pas vraiment. Et oui, mais pour les enseignants-chercheurs, ce n'est pas si simple la réponse. Et on pourra en reparler, on est allé regarder les textes, surpris de ce que nous disaient les collègues. Certains se référençaient à 192 heures, on ne travaille pas 192 heures, mais voilà, ce n'est pas ici évident la réponse, quelle est la durée légale du temps de travail. On a eu des remarques de collègues sur la difficulté de répondre à notre question, parce qu'il est difficile de quantifier quand nos métiers sont tant parcellisés. Parce qu'il est difficile de quantifier les temps de réflexion, les temps longs de la recherche, les apparents temps morts. Et parce que qu'est-ce qu'on appelle travail? Je viens de le dire pour le centre d'Alembert, mais on a eu d'autres exemples. Par exemple, des élus dans les conseils. On n'a pas de décharge. Ça fait partie de notre temps de travail, de préparer les conseils, d'assister aux conseils. À quelle occasion les collègues calculent-ils ou s'intéressent-ils ou se soucient-ils du temps de travail? Première question, prendre du recul, c'est-à-dire s'autoriser à ne pas travailler certains soirs, certains week-ends, les vacances, s'autoriser à lutter l'envahissement, comprendre pourquoi on est si fatigué. Premier registre. Deuxième registre, pour des besoins concrets qui sont les contrats européens où on doit remplir ou les contrats de recherche. Et très peu ont répondu pour fixer des priorités. Deuxième aspect dans cette mesure, avons-nous à rendre compte de notre temps de travail? Et si oui, à quelle instance? Il est évident que pour les administratifs, ingénieurs, techniciens, il y a un rendre compte effectif, concret, à une hiérarchie
identifiés. En revanche, du côté des chercheurs et enseignants-chercheurs, pour les enseignants, la réponse peut être facile. On a des départements d'enseignement, on a des UFR. Pour la partie recherche, il apparaît que le rendre compte est beaucoup plus vague ou totalement absent dans ce dont les collègues rendent compte. Avons-nous des critères pour prioriser? Oui, pour 80% d'entre nous. Mais ce qui est manifeste, c'est que s'ils sont à la fois présentés comme « je gère personnellement », il apparaît que la dimension collective est très importante et particulièrement présente. On a donc une gestion personnelle en fonction de contraintes externes. Et ces contraintes, c'est quoi? L'urgence. D'abord l'urgence. L'urgence avant l'importance. L'urgence avant l'intérêt. Les urgences, c'est les urgences des dates inflexibles, heures d'enseignement, limites de dépôt de dossier, échéances diverses. Les urgences, et ça va revenir comme une litanie et comme un reproche, les urgences administratives. Le lot de logiciels de gestion à renseigner est autre chose de ce genre. Ensuite, le critère de l'enseignement pour les enseignants-chercheurs. Et puis pour chercheurs, enseignants-chercheurs et personnel de support, les gens qui dépendent de mon travail. C'est-à-dire les non-permanents, c'est-à-dire les étudiants, c'est-à-dire les échéances administratives des gens qui attendent derrière qu'on leur réponde par rapport au domaine administratif. Beaucoup plus rares, les urgences d'ordre scientifique comme les expériences, les manips en cours. Et quasiment absent, l'intérêt, je l'ai dit, ou en second, l'intérêt, l'importance des tâches, parce qu'il y a d'abord l'urgence. Autre élément, l'envahissement par le temps de travail. Question, où travaillez-vous? Là, il y a évidemment, sans surprise, un facteur clivant entre SHS et sciences dures, ne serait-ce parce que les SHS n'ont souvent pas de bureau dans une université. Débordement. Les débordements, seulement 10% de collègues ne sont pas débordés, et ça nous a même étonné d'en trouver autant. 10% de collègues ne sont pas débordés, tout métier confondu, toute discipline confondue. Avec l'expression d'un danger potentiel, parce que ce débordement est vécu comme un danger pour les autres compartiments de nos vies. Quelques citations qu'on vous a mises pour essayer de résister à cet envahissement. Je lis le dernier. Trop souvent, envahissement trop souvent. Et je prends à présent plaisir à ne pas répondre à des mails envoyés après 18h le vendredi. De tels messages n'ayant aucune urgence justifiée ou justifiable, mon métier n'est pas de sauver des vies ou de maintenir la sécurité nationale. Et cette distance qui est prise par rapport à l'envahissement est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois avec des collègues qui disent « je commence à réfléchir, attention, c'est plus supportable ». Maintenant, la question du ressenti. Sommes-nous libres et satisfaits de notre façon de gérer notre temps de travail? Libre, oui, la quasi-totalité. Satisfait, oui plutôt, 70%. Mais, et là il y a un facteur explicatif extrêmement important, notre question n'était pas « étiez-vous satisfait ?» Notre question était « étiez-vous satisfait dans le cadre imparti ?» D'où la multiplicité des réponses, donc oui, plutôt, et qui sont explicitées de la façon suivante, oui, je suis assez satisfait parce que j'arrive au mieux à faire tout ce que j'ai à faire avec les contraintes. Mais de fait, non, je ne suis pas satisfaite de la façon dont je travaille. Et puis oui, je me sens libre, mais c'est une fausse liberté. Je suis libre dans ma prison, mais je n'aime pas cette prison. Je ne suis pas d'accord avec cette prison. Extrêmement rares ont été les oui sans restriction, surplombants. Tout va bien. Et quant au non, on a eu deux types de causes. La mise en cause du cadre, trop de charges administratives, qui impactent tout le reste de notre travail et de notre fonctionnement avec le fractionnement des tâches épuisant. Et puis, des explicitations d'ordre personnel, débordées, journées trop courtes, trop de tâches que je laisse, et trop d'insatisfaction. Deuxième question, est-ce que ce manque de temps rebondit dans votre activité professionnelle? Oui, à 85%, non,
là aussi, étonnant qu'il y en ait. Mais cette question binaire était complétée par 4 questions, dont la première était « À quoi ce manque est-il dû ?» Première chose, les collègues ont renversé notre question et on a trouvé ça très intéressant. Ce n'est pas un manque de temps auquel on a à faire face, c'est qu'on nous demande d'en faire trop. Deuxième renversement, on nous demande de faire autre chose que notre métier. C'est une fausse impression, ce manque de temps, car c'est du temps pris par l'administratif qui l'emporte sur ce que devrait être notre vrai travail. Donc ce renversement des questions a été aussi un des apports du questionnaire. Ensuite, à quoi ce manque de temps est-il dû? Le premier facteur massivement désigné ont été des caractéristiques collectives du travail académique et non pas individuelles. Définition des urgences inappropriées, émiettement, parcellisation, et pour les trop de technocratie, et pour les enseignants-chercheurs, un manque de temps long de la recherche, confronté aux temporalités courtes de l'enseignement et de l'administratif. Des charges d'enseignement trop lourdes et des charges administratives trop lourdes si on aime la recherche. Pas le temps de musarder. Autre facteur important, le système universitaire et de la recherche, qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Il n'y a pas assez de personnel technique et administratif, la lourdeur des procédures administratives, la gestionnarisation bureaucratique de notre métier et à nouveau des logiciels à remplir. Tout azimut. Et nouvelle dimension, enfin autre dimension, les contextes sans cesse changeants, les interlocuteurs mal définis et la Paris-Saclay est visée de façon très explicite. Peu de collègues ont donné comme raison au manque des facteurs présentés comme individuels. Je prévois trop de choses, ça déborde, surcharge mentale pour les priorités. Si oui, ce manque de temps rejaillit-il sur la qualité de votre travail? Et là, ça présente pour nous, les retours nous ont surpris quant à la lucidité des collègues et à la gravité du constat qu'ils font. Oui, ça déborde sur la qualité de notre travail. Pourquoi? En quoi? La dispersion et la prise en compte privilégiée du temps court nuisent à un travail de qualité dans tout domaine, enseignement comme recherche. Impossibilité d'être novateur et de mettre en place de nouvelles approches. Pas de temps pour réfléchir avant d'agir. Pas le temps d'être disponible pour les collègues, pour les étudiants, etc. Deuxièmement, le temps pris pour le travail administratif enlève du temps pour la recherche. Le temps court administratif l'emporte sur le temps long de la recherche et là, le constat est précis. Enfin, le manque de temps rejaillit sur la qualité de la recherche que nous faisons. D'abord, les sujets. Les études courtes et ponctuelles sont privilégiées sur celles nécessitant plus de temps. On n'a plus de pensée à long terme. On ne prend pas les sujets difficiles. Certains sujets sont laissés de côté. Autre point, on n'a pas le temps de faire de bibliographie approfondie, pas le temps de lire, pas le temps de faire aboutir vraiment nos travaux. Et enfin, il y a un problème pour le travail expérimental de qualité. Si on planifie des expériences, on n'a plus de temps en fin de journée pour les faire, quand l'urgence a pris le temps. Les manips sont faites trop rapidement. On n'a pas le temps de refaire nos expériences. Certaines manips sont faites sans avoir pris le temps de bien les mûrir. Nous en arrivons aux éventuelles solutions. Et c'est une question qui nous importait tout particulièrement compte tenu des ambitions du colloque. Le taux de réponse sur « y a-t-il des solutions ?» 100%. Et les réponses, je l'ai dit, sont avant tout collectives. Le remède cité le plus souvent, moins de charges administratives et de logiciels, chronophage. En second lieu, et ça en découle, recruter du personnel, en particulier du personnel technique et administratif. Puis, avoir des moyens récurrents pour ne pas passer son temps à en chercher. Puis, ne pas être dans une logique d'accumulation de la production scientifique et revoir les systèmes d'évaluation, de publication, de recrutement. Et enfin, et ça renvoie au dernier moment de notre colloque, changer la culture du chercheur dévoué corps et âme, et à nous de dire stop. Si on refuse la course, dit un collègue, le système ralentira.
Il y a eu des réponses d'ordre individuel. Je vous laisse les lire. Elles étaient moins significatives, même si elles traduisent un vécu, que les réponses collectives. Autre volet du ressenti, le manque de temps et les relations dans le travail. La grande majorité des collègues pensent que ce manque de temps rejaillit en effet moins de disponibilité pour le travail collectif, pour échanger aux collègues, et c'est un handicap car, je cite, première des citations, créer ensemble demande plus de temps, mais l'efficacité en serait décuplée. Autre moment, la pression due au manque de temps rend parfois, dans les équipes, les relations plus difficiles. Dernier volet du ressenti, les répercussions sur la vie hors travail. Les 2/3 des collègues, et ce n'est pas étonnant, considèrent qu'il y a un impact sur la qualité de notre vie hors travail. Tous statuts et métiers sont impactés. Des impacts sur la santé, sur l'équilibre familial et des impacts sur la vie hors travail, réduite à une récupération de sa force de travail pour recommencer. Nous en venons maintenant aux questions sur la dégradation éventuelle du temps disponible. Une dégradation effectivement ressentie pour 2/3 des collègues. L'explicitation de cette dégradation. Les explicitations du oui sont très diverses. Elles sont à fleur de peau. Elles renforcent la sévérité du constat déjà fait sur le manque de temps à l'instant T, ce qui n'est pas étonnant non plus, mais du coup, on retrouve les mêmes arguments. Est-ce qu'elle ferait référence, puisqu'il y a la question d'une dégradation, est-ce qu'elle ferait référence à un avant idéalisé? Peu. Ou alors un bien avant pour des collègues bien anciens qui ont connu un temps où il n'y avait pas d'approche technocratique, beaucoup de personnel support dans les laboratoires, où on passait, ça fait rêver, tout son temps à faire de la recherche parce qu'on avait des budgets récurrents. Et là, c'est vraiment la préhistoire, où il y avait l'absence des mails qui ne hachaient pas notre travail. Et en fait, et c'est le versant pour aujourd'hui qui nous intéresse, où il y avait une autre perception du temps. Parce qu'on avait d'autres tâches et d'autres façons de le faire. Là encore, sur la dégradation, les réponses ont été avant tout, les remèdes, les réponses ont été avant tout sur le plan collectif, même si certaines étaient formulées de façon très locale, sur des situations de laboratoire ou autres. Les réponses collectives, elles mettent en avant une cascade de toujours plus. Toujours plus de choses qui ont été dénoncées avant dans le questionnaire. Toujours plus de charges administratives, de sollicitations, de procédures chronophages, qui vont par contre avec toujours moins de personnel administratif et d'appui à la recherche, de personnel administratif qualifié pour faire les fonctions d'appui à la recherche. Elle met également en cause le toujours plus, on y va, d'exigences de productivité, des logiques de carrière actuelles, d'évaluation, de course au contrat, de changement de maquette. Alors c'est les réformes, mais cette exigence, c'est aussi l'exigence de soutenabilité qui fait qu'il faut compresser au niveau des maquettes d'enseignement. Toujours plus de charges liées à l'enseignement, le plus souvent pas reconnues, et mise en cause la semestrialisation. Toujours plus de mails avec un usage inapproprié, je l'ai dit, mais aussi, sur un autre plan, au niveau des structures de l'enseignement supérieur et de la recherche, toujours plus de grosses structures. Des instituts de plus en plus grands, avec soi-disant une rationalisation de plus en plus performante des moyens, mais qui aboutit de fait à alourdir au niveau individuel les charges, les procédures, allonger les circuits. Paris-Saclay est mis en cause, avec ses outils et ses interlocuteurs mal définis et les délais qui sont démultipliés. Mise en cause aussi l'externalisation des services dans les laboratoires, des questions de services, dont la gestion incombe de fait aux collègues et rajoute de la tâche. Et on voudrait faire des commentaires avant de passer aux solutions proposées collègues. À lire cette quarantaine de collègues, l'aggravation est sévère, violente, généralisée et structurelle.
Elle est liée en premier lieu au surcroît de la bureaucratisation de nos métiers et de manière secondaire aux différentes réformes de l'enseignement supérieur telles qu'elles sont présentées, mais elle est aussi rapide. Un tout jeune maître de conférence, 5 ans d'âge, avons-nous écrit, a écrit « Je vois de plus en plus de maîtres de conférence à bout, physiquement et moralement ». Existe-t-il des solutions? Et là, c'est un résultat qui, pour nous, n'allait pas de soi a priori. La très grande majorité des collègues ont répondu oui. On est rassuré. Les solutions, ceci dit, elles sont le plus souvent collectives. 2 seulement ont été d'ordre personnel, réduire mes investissements personnels, ne pas trop m'engager. Alors, quels sont ces remèdes? Des moyens en personnel support et des budgets récurrents. Autre remède, changer dans les critères d'évaluation et enfin sortir de la bureaucratisation, d'où entre autres remettre l'outil informatique à sa bonne place, il doit nous aider et ce n'est pas nous qui devons l'aider à vivre, simplifier le nombre, la taille des rapports, des formulaires, des tableaux Excel ou autres à remplir et, on l'a vu plusieurs fois, revenir sur le postulat que l'enseignant-chercheur, on peut élargir aux chercheurs, est un truand. Dernière question sur le ressenti des collègues. Comment définiriez-vous actuellement votre rapport personnel à votre temps de travail? Est-ce que c'était une question incongrue? Les collègues ont très majoritairement joué le jeu et nous ont répondu de 2 façons. Certains sobrement, en disant « je gère ». Je gère, mais c'est difficile, et je gère, mais ça ne pourra pas durer. Et puis, il y a ceux qui ont risqué le qualificatif. Le rapport excellent ou responsable, ça fait environ 1/3 des réponses, et rapport pas très bon ou très mauvais, 4 fois plus. Les qualificatifs qui ont été proposés étaient signifiants et créatifs. Je vous laisse les lire. Être en permanence à la bourre, la culpabilité, le côté excessif, le sentiment oppressant, la noyade, être sous surveillance, rapport subi, contrariant, contraignant, tendu et crispé, occupe trop de place, vol du temps de vie, douloureux, étouffant, esclavage boulimique. Je prends les 2 derniers, incompatibles avec la créativité et la découverte au sens large, et je crois que ça peut résumer beaucoup des sentiments, je t'aime, moi non plus. Nous avions encore 2 questions. J'ai le temps? Plus trop, mais... Je le prends, sinon ça... Je le prends. Sandra, elle m'a dit oui. Rapidement. Sandra, ah bah, tout a été rapide. Hein. Sandra m'a dit oui, je le prends. Elles nous ont posé... Enfin, elles étaient chouettes, ces questions. Et si vous aviez le temps devant vous et les ressources matérielles pour le faire, que feriez-vous? Une seule non-réponse. Nous avons donc eu raison de la poser, cette question qui avait l'air hors sujet. Les réponses, elles nous ont surprises. Elles évoquent surtout, qu'est-ce qu'on ferait mieux? On ferait notre métier, mais mieux, c'est-à-dire autrement. On ferait plus de recherche, mais pas n'importe quelle recherche, de la belle recherche, de la recherche à long terme, de la recherche sans ces critères académiques qui nous étouffent aujourd'hui. On travaillerait plus en profondeur, en recherche comme en enseignement, pour pouvoir à nouveau être innovant à notre sens. Un des collègues, et c'est aussi en clin d'œil, en écho au dernier temps de notre colloque, de notre journée, a dit « avancez plus posément », donc en référence au slow science. Plusieurs ont dit, donc c'est une autre façon de répondre, je ferai une pause. Une pause dans la carrière, je me poserai pour prendre le temps, du temps pour eux-mêmes, la famille, la vie, les voyages. Et plusieurs ont dit, je changerai de métier, tout autre métier. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? On a eu 2 non-réponses, et puis 2 réponses un peu embarrassées. Mais sinon, les obstacles mentionnés dans les réponses ont été le manque de temps,
avec un clin d'œil explicite. Je ne l'ai pas dit, mais on a vraiment remercié les collègues pour l'humour et le sérieux avec lequel ils ont rempli le questionnaire. L'organisation du travail aujourd'hui qui m'empêche de le faire, le temps en miettes, morcelé. Le manque en ressources financières et humaines, il n'y a pas assez de personnel, j'ai pas assez de connaissances, pas assez de capacités techniques, j'ai pas assez d'étudiants pour exploiter toutes les pistes auxquelles je pense. Le besoin d'argent pour vivre, tout simplement. On a besoin d'un poste pérenne, donc les aventures, on peut les rêver, plus difficile de les assumer. La pression ou le besoin du manque de reconnaissance. La pression ou le besoin et le manque de reconnaissance dans ma carrière qui m'empêche de faire le pas. Et finalement, peu la famille ou les contraintes familiales. Voilà, merci. Merci. Le tableau comme ça peut paraître un tout petit peu négatif. Et moi, simplement un petit mot personnel, quand on lit les réponses, c'est vrai hein, qu'on sent, et parce que c'est récurrent, que c'est vraiment un thème difficile hein, pour certains, le temps. Et en même temps, c'est vrai que beaucoup ont quand même essayé, ont essayé de ne pas être trop dans la plainte. Il y avait des petites notes d'humour, il y avait une volonté d'être aussi positif. Et ça... voilà, c'était aussi quelque chose, enfin, je trouve que c'est bien, et on a cherché dans la façon dont on a construit le colloque à ce que évidemment, dans le ressenti, il y a des difficultés avec la gestion du temps, mais que ce ne soit pas que de la plainte, mais qu'il y ait aussi de l'analyse et par la suite des solutions.